Pendant 4 ans, j'ai cru que ma propre mère m'avait oublié, que ma sœur avait continué sa vie sans regarder en arrière. Jusqu'à ce qu'un lundi matin, quand j'ai ouvert ce sac en toile avant que mon mari ne le jette à la poubelle, mon monde s'est effondré, mais pas de la façon dont vous l'imaginez. Je m'appelle Élodie, j'ai 72 ans, et cette histoire que je vais raconter s'est passée quand je n'avais que 19 ans. Cela semble être toute une vie en arrière, et ça l'était vraiment. Mais il y a des blessures que le temps n'efface pas complètement, vous savez. Il nous apprend seulement à vivre avec elles. Avant de continuer, je voudrais vous demander une petite chose à vous qui m'écoutez maintenant. Si vous pouviez laisser un like sur cette vidéo, vous abonner à la chaîne, je serais très heureuse. Et dites-moi dans les commentaires d'où vous me regardez. J'adore savoir que mon histoire peut atteindre tant d'endroits différents. Laissez votre ville, je lirai tout, d'accord ? Bon, allons-y. Cette histoire commence en 1967. Je venais d'avoir 19 ans. J'habitais avec ma mère, Simone, et ma sœur cadette, Bérénice, qui avait 16 ans à l'époque. On vivait dans une petite ville de Bourgogne, de ces villages où tout le monde connaît tout le monde, où la vie passait lentement, au son des cloches de l'église marquant les heures. Mon père était décédé environ 5 ans auparavant d'un problème cardiaque. Tout s'était passé très vite. Un jour, il se plaignait d'une douleur à la poitrine. Le lendemain, Dieu l'avait rappelé à lui. Ma mère était devenue veuve à 42 ans, avec 2 filles à élever seule. Elle cousait pour les autres, faisait des robes sur commande, brodait des trousseaux de mariée. Elle travaillait du matin au soir, cette femme. Ses mains étaient toujours pleines de piqûres d'aiguilles, mais elle ne se plaignait jamais. On n'avait pas grand-chose, mais on avait le nécessaire. Ma mère disait toujours « Le ventre plein et la conscience tranquille, c'est tout ce dont on a besoin dans cette vie. » Et c'était vrai. On était heureuse, vous savez, de cette façon simple, mais heureuse. Tous les vendredis, ma mère faisait un 4/4 et on prenait le café ensemble, en discutant, en riant. Bérénice m'embêtait toujours, comme le fait une petite sœur, mais je l'aimais tellement. On dormait dans le même lit, on partageait tout. C'est un dimanche à la messe que j'ai rencontré Octave. C'était en juin, il faisait un froid glacial, je m'en souviens très bien. Je portais un petit gilet bleu clair que ma mère avait fait et il était dans la file pour la communion, juste devant moi. Un homme grand, de port élégant, avec une moustache bien taillée. Il devait avoir environ 34 ans à l'époque, 15 ans de plus que moi. Il portait un costume, une cravate, des chaussures cirées. Il avait un air d'importance, vous voyez ? Après la messe, il est venu me parler à la porte de l'église, a retiré son chapeau, a fait une petite révérence, très polie. « Mademoiselle Élodie, permettez-moi de me présenter. Je m'appelle Octave. Je travaille à la mairie du village. » Sa voix était ferme, posée. Il avait fait des études, on le sentait à sa façon de parler. Il a demandé la permission à ma mère de nous rendre visite à la maison pendant la semaine. Ma mère était un peu méfiante au début. Un homme bien plus âgé, Élodie, tu es encore si jeune. Mais Octave était respecté dans le village. Il avait un emploi fixe, une maison à lui. Il ne buvait pas, ne jouait pas, allait à la messe tous les dimanches. À l'époque, c'était tout ce qu'une mère pouvait souhaiter pour l'avenir d'une fille. Vous comprenez ? La sécurité, la stabilité. Il a commencé à nous rendre visite. Tous les mercredis et dimanches, il venait à la maison, toujours ponctuel, apportant toujours quelque chose. Une poignée de cassis, une salade de son potager. Une fois, il a apporté un morceau de porc que son cousin avait abattu. Il restait au salon à discuter avec nous, demandait des nouvelles de ma mère, était attentionné. Il semblait être un homme bien. J'étais jeune, naïve, pleine de rêves. Je n'avais jamais eu de petit ami. Octave était le premier homme qui avait montré un réel intérêt pour moi. Il parlait de me donner une vie confortable, que je n'aurais pas besoin de travailler dehors, de m'occuper seulement de la maison et des enfants qu'on allait avoir. Il promettait de m'emmener voir Paris un jour, où je n'étais jamais allée. Il disait que j'étais belle, délicate, que j'allais être une épouse parfaite. Après 6 mois de fréquentation, il m'a demandé en mariage. C'était un dimanche après-midi, après le déjeuner. Il a parlé avec ma mère dans la cuisine, très sérieux, très formel. Ma mère est venue me chercher. « Élodie, Octave veut t'épouser. Qu'est-ce que tu en penses ?»
Je me souviens que mon cœur s'est emballé. Le mariage était le rêve de toutes les jeunes filles à l'époque. Avoir un mari, sa maison, sa famille. J'ai dit oui. Le mariage a eu lieu en janvier 1968. Un mariage simple à l'église paroissiale avec une petite réception chez ma mère. Je portais la robe qu'elle avait cousue pour moi pendant 3 mois, tout en dentelle blanche, avec un voile qui avait appartenu à ma grand-mère. Bérénice était ma demoiselle d'honneur, toute fière dans une robe rose claire. Ma mère a pleuré pendant toute la messe. Après, elle m'a dit « Ce n'est pas de tristesse, ma fille. C'est que tu grandis, tu quittes la maison, mais je suis heureuse pour toi. » La maison d'Octave se trouvait de l'autre côté du village, à environ 40 minutes de marche de chez ma mère. C'était une bonne maison, en pierre, 3 chambres, une grande cour. Il l'avait héritée de son père, qui était également décédé il y a longtemps. Il y vivait seul. La maison était un peu vide, un peu froide, mais je me disais, je vais la rendre chaleureuse. Je vais la remplir de plantes, de jolis rideaux, d'odeurs de bonne cuisine. Les premiers jours ont été étranges, comme c'est le cas pour toute jeune mariée, j'imagine. On ne se connaissait pas vraiment encore, vous voyez ? Octave était gentil, mais un peu distant. Il n'était pas très bavard, pas très affectueux. Il travaillait toute la journée à la mairie et rentrait fatigué, voulant dîner et du silence. Je cuisinais, nettoyais, lavais, repassais, faisais tout ce qu'une épouse devait faire à l'époque. Ma mère et Bérénice sont venues me rendre visite la première semaine. Elles ont apporté un gâteau, des torchons que ma mère avait brodés pour moi, des plants de menthe et de basilic pour le jardin. On est resté à discuter dans la cuisine, à rire, à rattraper le temps perdu. Ma sœur m'a raconté les potins du voisinage. Ma mère voulait savoir si je mangeais bien, si j'avais besoin de quelque chose. Octave est arrivé du travail au milieu de leur visite, a salué tout le monde, poli comme toujours, mais j'ai bien senti qu'il n'avait pas beaucoup apprécié. Il est resté un peu sérieux, un peu tendu. Après leur départ, à l'heure du dîner, il a commenté « Ta mère et ta sœur sont très présentes, n'est-ce pas ?» Il a dit ça sur un ton étrange, un peu critique. Je n'ai pas bien compris ce qu'il voulait dire, mais je n'y ai pas prêté beaucoup d'attention. Et c'est là que ça a commencé. Ça a commencé si doucement, si subtilement que je ne l'ai même pas remarqué au début. C'est drôle comme le mal se déguise parfois en soin, en préoccupation, comme la prison ressemble parfois à la protection. Une semaine plus tard, j'ai mentionné que j'allais rendre visite à ma mère le samedi après-midi. Octave a dit « Ah, tu y vas encore ? Mais tu y étais la semaine dernière. Tu ne crois pas que ta mère te trouve un peu collante ? Tu es mariée maintenant, Élodie. Il faut lui laisser de l'espace aussi. » Ça m'a fait mal, vous savez ? Ça m'a fait réfléchir. Est-ce que je suis vraiment énervante ? Est-ce que ma mère trouve que je ne peux pas vivre sans elle ? J'ai reporté la visite. J'y suis allée seulement 2 semaines plus tard. Quand je suis arrivée, ma mère a été surprise. « Je pensais que tu viendrais la semaine dernière. Il s'est passé quelque chose ?» J'ai menti. J'ai dit que j'avais été malade, un mal de tête terrible. Je ne voulais pas qu'elle sache que j'avais eu honte à cause du commentaire d'Octave. Puis ça a été au tour de Bérénice. Elle avait l'habitude de passer à la maison sans prévenir en milieu de semaine après l'école. Elle arrivait toute excitée, voulant discuter, me montrer quelque chose qui s'était passé. J'adorais ces visites. Ça me faisait me sentir moins seule, vous voyez ? Mais Octave a commencé à se plaindre. Il disait que Bérénice venait à l'heure où il se reposait, qu'elle faisait trop de bruit, qu'elle perturbait la routine de la maison. « Élodie, ta sœur est encore très jeune. Elle ne comprend pas qu'une maison de couple a besoin d'intimité. Tu dois lui parler, établir des limites. » Il parlait d'une façon si rationnelle, si logique, que je pensais qu'il avait raison. J'ai parlé à Bérénice. Je lui ai demandé de prévenir avant de venir, de ne pas venir tous les jours. Elle a été blessée. Je l'ai vu dans ses yeux. D'accord, désolée si je dérangeais. Ça m'a brisé le cœur, mais je pensais que je faisais la bonne chose, que j'étais une bonne épouse, que je respectais mon mari. Les visites sont devenues de plus en plus espacées. D'abord, c'était toutes les semaines, puis tous les 15 jours, puis une fois par mois. Et il y avait toujours quelque chose. Octave avait besoin que je reste à la maison pour l'aider avec quelque chose, où il ne se sentait pas bien et voulait que je reste avec lui, où il avait trop plu et le chemin était mauvais.
il y avait toujours une raison qui semblait valable, qui semblait raisonnable. Puis les lettres ont commencé. Ma mère m'écrivait, me demandant comment j'allais, racontant les nouvelles de la maison, m'envoyant de nouvelles recettes qu'elle avait apprises. Les lettres arrivaient par la poste. Le facteur les laissait dans la boîte devant la maison. J'adorais les recevoir. Je les lisais et relisais une dizaine de fois. Je les gardais toutes dans une petite boîte à couture. Mais alors quelque chose d'étrange a commencé à se produire. Les lettres ont cessé d'arriver. Une semaine est passée, 2, 3, rien. J'ai trouvé ça étrange. J'ai écrit à ma mère pour lui demander si tout allait bien. J'ai donné la lettre à Octave pour qu'il l'emmène à la poste quand il partait travailler le matin, comme toujours. J'ai attendu la réponse. Rien. J'ai écrit de nouveau. Rien. J'étais inquiète. Je pensais qu'il s'était passé quelque chose. J'en ai parlé à Octave. Il a dit « Tu crois qu'il se passe quelque chose ? La poste est terrible en ce moment. Elle perd plein de lettres. » Ou alors, il s'est arrêté et resté silencieux. « Parle, Octave. »« Non, laisse tomber. »« Parle, s'il te plaît. » Il a soupiré, a fait une tête comme s'il ne voulait pas parler, mais allait le faire quand même. « Je ne veux pas te blesser, Élodie, mais tu t'es déjà demandé si peut-être ta mère et ta sœur sont trop occupées ? Tu as quitté la maison, tu t'es mariée, maintenant elles ont leur vie. C'est naturel qu'elles avancent, tu comprends ? Ça m'a frappé de plein fouet, m'a fait penser des choses horribles. Est-ce que ma mère s'était lassée de moi ? Est-ce qu'elle était soulagée d'avoir une bouche de moins à nourrir ? Est-ce que Bérénice avait été tellement blessée par cette conversation que j'avais eue avec elle qu'elle avait décidé de m'oublier ? J'ai pleuré cette nuit-là. J'ai pleuré cachée sous la couverture pour qu'Octave n'entende pas. Je me sentais abandonnée, rejetée, comme si je ne valais plus rien maintenant que j'étais mariée. Octave est devenu de plus en plus attentionné. Il disait que je n'avais besoin de personne d'autre que lui, qu'il allait prendre soin de moi, qu'il était ma famille maintenant. « Tu n'as plus besoin d'eux, Élodie. Tu m'as moi. Je t'aime. Je serai toujours là. » Et je le croyais. Je le croyais parce que j'avais besoin de le croire. Parce que la solitude fait trop mal, et quand quelqu'un offre une épaule, on accepte sans trop réfléchir. Des mois se sont écoulés depuis le mariage. 6 mois qui semblaient être des années. La maison que j'avais imaginée pleine de vie, pleine de rire, pleine de monde, était de plus en plus silencieuse, de plus en plus vide. Juste moi et Octave, et le silence. Ce silence lourd qu'on ressent quand on est entouré de murs, mais sans personne de vraiment proche. Je continuais à écrire des lettres à ma mère. Toutes les semaines, je m'asseyais à la table de la cuisine, je prenais le papier à lettres que je gardais dans le tiroir et j'écrivais. Je racontais ma journée, les recettes que j'avais essayé de faire, je demandais comment elle allait, comment allait Bérénice, si sa machine à coudre fonctionnait bien, si les commandes étaient bonnes. J'écrivais, et je laissais la lettre sur le buffet du salon pour qu'Octave l'emmène le lendemain matin. Tous les matins, il partait travailler à 7 heures, prenait la lettre, la pliait, la mettait dans la poche de sa veste. « Tu peux compter sur moi, je l'emmènerai à la poste, Élodie, sois tranquille. » Et je l'étais. J'attendais la réponse qui ne venait jamais. Au début, je pensais que c'était vraiment la poste. À l'époque, ce n'était pas comme aujourd'hui. Les choses prenaient du temps. Une lettre pouvait mettre des semaines à arriver, selon l'affluence. Mais 2 mois, 3 mois, sans une seule lettre. Un après-midi, je n'ai pas pu tenir. J'ai décidé d'aller chez ma mère sans prévenir. J'avais besoin de voir de mes propres yeux si tout allait bien, si elle était en colère contre moi, s'il s'était passé quelque chose. J'ai préparé un petit baluchon avec du pain que j'avais fait le matin et je suis partie à pied. C'était presque 5 kilomètres de marche, mais ça m'était égal. Quand j'arrivais près de la rue de ma mère, à environ 3 pâtés de maison, j'ai rencontré Madame Sébastienne, une vieille voisine. Elle m'a vue et a ouvert un grand sourire. « Élodie, ça faisait longtemps, ma petite. Ta mère disait l'autre jour que tu ne passais plus. Comment va la vie de mariée ?» Ça m'a complètement décontenancée. Ma mère disait que je ne passais plus, mais et les lettres, et les réponses que j'envoyais. Madame Sébastienne a dû remarquer ma tête parce qu'elle m'a demandé si j'allais bien. J'ai dit que oui, que j'avais un peu mal à la tête, mais que tout allait bien. Je suis arrivée chez ma mère, j'ai frappé à la porte. Ça a pris un peu de temps, mais elle a ouvert.
Quand elle m'a vue, son visage s'est illuminé entièrement. « Élodie, quelle bonne surprise, ma fille !» Elle m'a serré fort dans ses bras, de cette façon dont les mères serrent, vous savez, comme si elles voulaient y protéger leur fille de tout le mal du monde. On est entré. Bérénice était dans le salon, en train de raccommoder une jupe. Quand elle m'a vue, elle est venue en courant pour m'embrasser aussi. « Grande sœur, je pensais que tu nous avais oubliés. » Elle a dit ça en riant, mais j'ai vu qu'il y avait un fond de vérité là-dedans. On a passé tout l'après-midi à discuter. Ma mère a fait du café, a réchauffé des beignets qu'elle avait frits le matin. On a rattrapé le temps perdu. Elle m'a raconté qu'elle avait reçu une grosse commande de robes de demoiselle d'honneur pour un mariage et qu'elle travaillait tard tous les jours. Bérénice m'a raconté qu'elle avait eu une bonne note à l'examen de mathématiques, qu'il y avait une nouvelle fille à l'école. Puis ma mère a demandé « Élodie, tu as reçu les lettres que j'ai envoyées ?»« J'en ai envoyé environ 3, mais tu n'en as répondu aucune. Je pensais que tu étais fâchée contre moi pour une raison. » Mon cœur s'est glacé. « Quelle lettre, maman ?»« Je n'ai reçu aucune lettre. C'est moi qui t'écris toutes les semaines et je n'ai pas de réponse. » On s'est regardés, confuses. Bérénice a dit « Moi aussi je t'ai envoyé des lettres, grande sœur, 2. Je t'ai raconté pour ce garçon qui est venu me chercher à l'école. Tu te souviens que je t'avais dit qu'il y avait un garçon qui me regardait? Eh bien, il a eu le courage de me parler, mais tu n'as rien répondu. » J'ai senti une oppression dans ma poitrine. Comment ça? Les lettres se perdaient. Toutes, aussi bien celles que j'envoyais que celles qu'elles envoyaient. Ma mère a posé sa main sur la mienne. « Ma fille, la poste est vraiment mauvaise en ce moment. Beaucoup de lettres se perdent en chemin. Madame Thérèse m'a raconté qu'elle avait envoyé une lettre à son fils à Marseille et qu'elle n'est jamais arrivée. Ça doit être ça. Mais écoute, tu peux venir me voir quand tu veux, d'accord? Cette maison a toujours été la tienne aussi. » Je suis restée jusqu'à la fin de l'après-midi. Quand le soleil a commencé à se coucher, j'ai dit que je devais y aller, qu'Octave allait rentrer du travail et que je devais préparer le dîner. Ma mère a emballé des morceaux de gâteau au maïs pour que j'emporte. Donnant à Octave aussi. « Et reviens bientôt. Ne laisse pas passer autant de temps. » Elle m'a encore serré dans ses bras, fort. Sur le chemin du retour, je réfléchissais. C'est étrange que toutes les lettres se perdent. Est-ce que le facteur les volait? Est-ce que quelqu'un les prenait de la boîte aux lettres? Mais ça n'avait pas de sens. Pourquoi quelqu'un voudrait voler de simples lettres de famille? Quand je suis rentrée à la maison, Octave était déjà là. Il était assis dans le salon avec le journal ouvert, mais on voyait bien qu'il ne lisait pas. Quand il m'a vue entrer, il a fermé le journal lentement. « Où étais-tu, Élodie ?»« J'étais chez ma mère, j'ai apporté du pain que j'ai fait. » Il est resté silencieux un moment, puis s'est levé, est venu jusqu'à moi, a pris mon visage dans ses 2 mains. « Tu ne m'as pas prévenu que tu sortais. J'étais inquiet. Je suis rentré du travail et la maison était vide. Le dîner n'était pas prêt. Je pensais qu'il t'était arrivé quelque chose. » « Pardon, Octave. Je ne pensais pas que ça prendrait autant de temps. Je suis resté à discuter et j'ai perdu la notion du temps. La prochaine fois, préviens-moi avant, d'accord? Pour que je ne m'inquiète pas. » J'ai promis que je préviendrai. Cette nuit-là, j'ai préparé le dîner en vitesse, du riz avec des œufs au plat et une petite salade. Il a mangé en silence. J'ai parlé des lettres. J'ai dit que c'était très étrange que toutes se perdent. Il a acquiescé. Oui, c'est vraiment étrange. Mais tu sais comment c'est, Élodie? La poste dans les villages est un vrai désordre. Il manque du personnel, il manque d'organisation. Je pense qu'il vaut mieux que tu arrêtes d'envoyer des lettres, c'est du gaspillage d'argent en timbre. Si tu veux voir ta mère, vas-y en personne, c'est plus sûr. Ça avait du sens pour moi à ce moment-là. Vraiment, pourquoi dépenser de l'argent en timbre si la lettre n'arrivait pas de toute façon? Mais alors, un autre problème a commencé. Chaque fois que je disais que j'allais rendre visite à ma mère, il y avait quelque chose. Une semaine, Octave avait mal au dos et avait besoin que je lui fasse des compresses chaudes toute la journée. Une autre semaine, il a apporté plein de linge de son cousin pour que je le lave et le repasse, disant que son cousin avait besoin d'aide. Il y a eu une fois où il a plu 3 jours d'affilée et il a dit que le chemin était dangereux, que je pouvais glisser et tomber. Il y avait toujours quelque chose. Et moi, naïve, je le croyais. Je pensais qu'il avait raison, qu'il me protégeait,
qu'il prenait soin de moi. Les mois ont passé. 1968 est devenu 1969. J'avais 20 ans maintenant. Cela faisait plus d'1 an que j'étais mariée et je me sentais si vieille, si fatiguée. Ce n'était pas une fatigue du corps, c'était une fatigue de l'âme, vous voyez, de celle qui pèse, qui enlève l'envie de se lever le matin. Je passais mes journées à faire les tâches ménagères, balayer, nettoyer, cuisiner, laver, repasser. Tout toujours de la même façon, tous les jours, la même routine, sans changement, sans surprise. Octave sortait le matin, rentrait l'après-midi, dînait, écoutait la radio, allait se coucher. Fin. Le dimanche, on allait à la messe, on rentrait à la maison et c'était tout. Je n'avais pas d'amis à qui parler. Les femmes du voisinage étaient toutes plus âgées, avaient déjà leur groupe, leur conversation. J'étais la jeune femme qui avait épousé Octave de la mairie. Elles étaient polies avec moi, me saluaient quand on se croisait dans la rue, mais c'était tout. Personne ne venait me rendre visite, personne ne m'invitait pour un café. Et ma famille était de plus en plus loin. C'est à cette époque que j'ai commencé à remarquer quelque chose. Tous les lundis matins, Octave emportait un sac en toile à la poubelle. C'était un grand sac, de couleur beige, de ceux qu'on utilise pour le marché, et il était lourd. Je le voyais faire un effort pour le porter. Son bras était tendu. Au début, je n'y ai pas prêté attention. Je pensais que c'était des ordures ordinaires, de vieilles choses, du papier. Mais alors j'ai commencé à remarquer que c'était tous les lundis, tous les sacrés lundis, sans faute. Et le sac était toujours là le samedi soir, appuyé contre le mur de la buanderie, en attente. Une fois j'ai demandé « Octave, qu'est-ce que tu jettes tous les lundis dans ce sac ?» Il ne m'a même pas regardé, a continué à lasser sa chaussure. De vieux papiers du travail, des documents qui ne servent plus, des brouillons, ce genre de choses. Je les ramène à la maison en fin de semaine et je les jette le lundi quand l'éboueur passe. Oh là là, mais c'est tant de papier que ça? Oui, Élodie, tu n'as aucune idée de la quantité de papier qui passe par la mairie. Et je suis responsable de tout garder organisé. Alors je jette ce qui n'est plus nécessaire. Ça avait du sens. Je ne savais rien de la mairie, du travail de bureau. Il travaillait avec du papier toute la journée. C'était naturel qu'il y ait beaucoup de papier à jeter. Mais il y avait quelque chose d'étrange. Le sac était noué. Noué avec un nœud bien serré, vous voyez? Comme s'il ne voulait pas que quelque chose tombe. Ou comme s'il ne voulait pas que quelqu'un l'ouvre. Je n'avais jamais pensé à l'ouvrir, ça ne me traversait même pas l'esprit. Après tout, c'était des ordures. Qui voudrait ouvrir un sac d'ordures? Les lundis se sont accumulés. Je le voyais sortir avec le sac très tôt le matin, parfois même avant de prendre le petit déjeuner, et revenir sans lui. Il le jetait dans la poubelle de la rue, environ 3 pâtés de maison plus bas, où il y avait un terrain vague que les gens utilisaient comme décharge avant le passage du camion. Il y a eu un lundi où il a beaucoup plu pendant la nuit. Il a tellement plu que la rue a été inondée, s'est transformée en rivière. Octave n'a pas pu sortir de la maison le matin. Il est resté toute la journée à la maison à travailler sur des papiers qu'il avait apportés, à écrire, à tamponner. Le sac est resté dans la buanderie. Je suis passée devant lui une dizaine de fois pendant la journée en faisant mes affaires. Le mardi matin, quand il a cessé de pleuvoir, il a emporté le sac, mais j'ai remarqué qu'il était encore plus lourd. Il a fait encore plus d'efforts pour le porter. Et il y avait autre chose. Quand il est passé par le salon en portant le sac, j'ai entendu un petit bruit, un bruit de verre qui cogne contre du verre, très doucement. Ça m'a intriguée. Le papier ne fait pas de bruit de verre. Le papier ne cogne pas. Mais je n'ai rien dit. Je n'ai pas demandé. Je ne sais pas pourquoi. Je pense que j'étais déjà tellement habituée à ne pas questionner, à seulement accepter, que ça ne m'a même pas traversé l'esprit de demander. Quelques mois de plus sont passés. La solitude s'est resserrée de plus en plus. Je sentais tellement le manque de ma mère, de ma sœur, le manque de vraies conversations, de rire. Octave ne parlait pas beaucoup. Il répondait à ce que je demandais, mais ne conversait pas. Vous savez quand la personne dit seulement le nécessaire et puis c'est tout? C'était comme ça. Il y a eu un jour où je me suis effondrée. C'était un dimanche après-midi. On était rentré de la messe, on avait déjeuné et il s'était couché pour dormir. J'étais en train de faire la vaisselle du déjeuner et soudain, j'ai commencé à pleurer.
pas petit à petit, pas de cette façon où on pleure quand on n'en peut plus, quand tout est coincé depuis longtemps. J'ai pleuré en lavant les assiettes, j'ai pleuré en essuyant, j'ai pleuré en rangeant. Je voulais tellement aller chez ma mère, je voulais tellement la serrer dans mes bras, entendre sa voix, sentir l'odeur de la maison, manger sa nourriture. Mais chaque fois que je pensais à y aller, cette pensée venait. Est-ce qu'elle veut te voir? Est-ce qu'elle n'est pas trop occupée? Tu es déjà marié? Tu as déjà ta vie? Tu n'as pas besoin d'être collé à elle? C'était la voix d'Octave dans ma tête, mais ça ressemblait à ma voix. On aurait dit que c'était moi qui pensais ça. J'ai décidé de réessayer. J'ai écrit une longue lettre de 3 pages. J'ai tout raconté de ce que je ressentais. J'ai dit que j'avais de la nostalgie, que je voulais venir visiter, mais que le temps ne me laissait pas. J'ai demandé si elle était en colère contre moi pour quelque chose. J'ai demandé des nouvelles de Bérénice, si elle avait un petit ami, si elle avait fini l'école. J'ai écrit en pleurant, les larmes tombaient sur le papier et faisaient baver certains mots. J'ai cacheté la lettre avec grand soin. J'ai collé le timbre que j'avais gardé dans le tiroir. J'ai écrit l'adresse de ma mère devant avec la plus belle écriture que je pouvais et je l'ai laissée sur le buffet. Le lendemain matin, Octave a pris la lettre. « Encore une lettre pour ta mère ?» a-t-il demandé. Et le ton n'était pas bon. C'était un ton un peu fatigué, un peu irrité. « Oui, ça fait longtemps que je n'en ai pas envoyé. Je voulais envoyer celle-ci. »« Élodie, tu sais que ces lettres n'arrivent pas. C'est du gaspillage. Mais si tu veux l'envoyer, envoie. Je l'emmènerai. » Il l'a emmenée et je suis restée à attendre. 1 semaine, 2, 3, 4, rien. Alors j'ai commencé à me méfier. J'ai commencé à penser que peut-être ce n'était pas la poste. Peut-être que c'était vraiment ma mère qui ne voulait pas me parler. Peut-être qu'elle avait été blessée parce que je m'étais mariée et que j'avais quitté la maison. Peut-être qu'elle pensait que je les avais abandonnés, elle et Bérénice. Ces pensées me tourmentaient jour et nuit. Octave remarquait quand j'étais déprimée. Il venait, me prenait dans ses bras, disait que je n'avais pas besoin d'être triste. « Tu m'as, moi, Élodie. Je suis là. Je prends soin de toi. Tu n'as besoin de personne d'autre. » Et je le croyais. Parce que quand on se noie, on s'accroche à n'importe quelle planche, même si cette planche a des clous. C'est ainsi que 1969 s'est terminé. C'est ainsi que 1970 a commencé. Moi de plus en plus seule, de plus en plus dépendante d'Octave, de plus en plus persuadée que ma famille m'avait abandonnée. Et ce sac continuait à partir tous les lundis matins, lourd, noué, emportant ce que je ne savais pas encore être à moi. Il y avait une voisine, Madame Clémence, qui habitait 2 maisons plus bas. C'était une dame d'environ 60 ans, veuve, qui vivait seule avec un chat gris. Elle était discrète, réservée, mais de temps en temps on se croisait à l'étendage quand toutes les deux on étendait le linge. Elle me saluait toujours d'un signe de tête, un petit geste, et je répondais de la même façon. Mais il y a eu un jour où elle est venue me parler. J'étais dans le jardin, en train de cueillir des feuilles de chou pour le déjeuner, et elle est apparue au muret qui séparait nos jardins. « Mademoiselle, je peux vous poser une question ?» Je me suis un peu effrayée. Je ne m'y attendais pas, mais j'ai dit oui. « Vous n'avez pas de famille par ici? Je ne vois jamais personne vous rendre visite. » La question m'a touchée. « Si, Madame Clémence. Ma mère et ma sœur habitent de l'autre côté du village, mais on ne se voit pas beaucoup. » Elle m'a regardée avec des yeux qui semblaient voir plus que ce que je disais. « Je comprends. Si vous avez besoin de quelque chose, n'importe quoi, vous pouvez m'appeler, d'accord? Ma porte est toujours ouverte. » J'ai remercié, sans trop comprendre pourquoi elle m'offrait de l'aide, mais ce geste est resté avec moi. Il est resté là, gardé, sans que je sache qu'un jour j'allais en avoir besoin. 1971 est arrivé avec tout pareil, la même maison, le même silence, le même vide. J'avais 22 ans et je me sentais vieille. Je me regardais dans le miroir et je voyais une femme fatiguée, avec des cernes profonds, avec un regard éteint. Je n'étais plus cette jeune fille de 19 ans qui s'était mariée pleine d'espoir. Cela faisait presque 2 ans que j'avais quitté la maison de ma mère. 2 ans. Et je pouvais compter sur les doigts d'une main les fois où j'y étais allée. 3 fois. Seulement 3 fois en 2 ans. Et toutes les fois, ça avait été des visites rapides, pressées, parce qu'Octave avait besoin de moi à la maison ou parce qu'il y avait quelque chose d'important à faire.
Des 3 fois où j'y suis allée, ma mère a demandé pour les lettres. « Tu as reçu celle que j'ai envoyée le mois dernier ?» Je disais que non. Elle était triste, déçue. « Cette poste est impossible, Élodie. Rien n'arrive. » Et j'acquiesçais. Que pouvais-je faire d'autre? Bérénice avait grandi. Les 3 fois où je l'ai vue, on pouvait le remarquer. Elle devenait une jeune fille. Son corps changeait, sa façon de parler plus mûre. Elle avait trouvé un petit ami, un garçon appelé Valentin, qui travaillait à la boulangerie. Ma mère ne l'aimait pas beaucoup. Elle pensait qu'il était trop vieux pour Bérénice, mais ma sœur était enchantée. J'ai ressenti une sacrée jalousie. Ce n'était pas une mauvaise jalousie, non. C'était cette jalousie de quelqu'un qui regarde et pense « J'aimerais avoir ce que tu as ». Bérénice vivait. Elle avait un petit ami, elle sortait avec ses amis, elle riait. Et moi, je dépérissais dans cette maison comme une plante sans soleil. Il y a eu un jour, c'était un jeudi après-midi, où j'ai eu une crise. Je ne sais même pas expliquer ce que c'était. J'étais en train de faire frire un steak pour le déjeuner d'Octave, et soudain, j'ai commencé à trembler. Tout mon corps tremblait, mes jambes faibles, mon cœur qui battait la chamade. J'ai dû m'asseoir par terre dans la cuisine, en respirant profondément, essayant de me calmer. Le steak a brûlé dans la poêle. L'odeur de graisse brûlée a envahi toute la maison. Quand Octave est rentré du travail, la cuisine était en désordre, le déjeuner brûlé, et j'étais assise sur le lit, regardant le mur. Il a demandé ce qui s'était passé. J'ai dit que je m'étais sentie mal, que je ne savais pas ce que c'était. Il s'est fâché, a dit que je devais mieux prendre soin de moi, que je ne pouvais pas tomber malade comme ça. Il n'a même pas demandé si j'allais bien, ne m'a pas prise dans ses bras. Il a juste dit qu'il allait manger du pain avec du beurre et est allé dans le salon. Cette nuit-là, j'ai décidé. J'avais besoin de voir ma mère. J'avais besoin de parler avec elle vraiment, sans hâte, sans qu'Octave me presse. J'avais besoin de me confier. J'avais besoin de pleurer dans ses bras, comme je faisais quand j'étais petite et que quelque chose allait mal. Le samedi matin, j'ai dit à Octave « Je vais chez ma mère aujourd'hui. Je vais passer la journée là-bas. » Il était en train de prendre son café en lisant le journal. Il a levé les yeux lentement. « Pas aujourd'hui, Élodie. J'ai dit à mon cousin Aristide de venir déjeuner ici. Tu dois faire un bon repas pour le recevoir. »« Mais tu ne m'as pas prévenu, Octave. J'ai besoin d'aller voir ma mère. »« Je te préviens maintenant. Et la famille du mari est aussi ta famille. Tu dois recevoir mon cousin correctement. » J'ai ravalé mes larmes. J'ai fait un poulet braisé, un riz bien moelleux, une farce, une salade de pommes de terre. Le cousin Aristide est arrivé à midi et resté jusqu'à 16h à parler de politique, de football, de travail. J'ai servi, j'ai fait la vaisselle, j'ai tout rangé. Quand il est parti, j'étais épuisée. J'ai dit que j'irais le dimanche alors. Octave a dit que le dimanche on avait la messe et qu'après il voulait se reposer, que la semaine avait été difficile. Il y avait toujours quelque chose. C'est ce samedi soir que j'ai commencé à remarquer quelque chose. Le sac qu'Octave emportait tous les lundis était là dans la buanderie, comme toujours, mais cette fois il était différent. Il était encore plus rempli, plus lourd apparemment, et le nœud était un peu lâche, comme s'il l'avait noué à la hâte. Je suis passée devant lui environ 5 fois pendant la nuit. Chaque fois que je passais, je regardais. Ce sac me travaillait, je ne sais pas pourquoi. C'était juste un sac d'ordures, mais il y avait quelque chose là qui me dérangeait, qui me rendait inquiète. Le dimanche matin, on est allé à la messe. On est rentré, on a déjeuné, et Octave s'est couché pour dormir, comme toujours. Je suis allée faire la vaisselle, et je n'arrêtais pas de penser au sac. Pourquoi étais-je si fixée sur ce sac? Pourquoi ça me dérangeait tant? Alors une pensée m'est venue à l'esprit, une pensée que j'ai essayé de repousser très loin, mais qui est revenue avec insistance. Et si ce n'était pas du papier de travail? Et s'il y avait autre chose là-dedans? J'ai secoué la tête en essayant de chasser cette idée. Bien sûr que c'était du papier de travail. Octave l'avait dit. Il ne m'avait jamais menti. Ou si, je ne savais plus. Je ne savais plus rien. La nuit de dimanche, j'ai mal dormi. Je n'arrêtais pas de me retourner dans le lit, de me réveiller, de me rendormir. J'ai rêvé de ma mère. J'ai rêvé qu'elle m'appelait, qu'elle criait mon nom,
mais je n'arrivais pas à la rejoindre. Il y avait un mur entre nous, un mur haut, et j'essayais de l'escalader, mais je n'y arrivais pas. Je me suis réveillée le lundi à l'aube, en sueur, le cœur serré. Il était 5h30 du matin. Octave dormait encore à côté de moi. Je suis allée dans la cuisine, j'ai mis de l'eau à bouillir pour le café. Je suis restée à regarder par la fenêtre, voyant le jour se lever doucement. Octave s'est réveillé à 6h30, a pris sa douche, s'est habillé, est venu dans la cuisine. Je lui ai servi son café, du pain avec du beurre, un morceau de fromage. Il a mangé rapidement en regardant l'horloge. Je dois partir plus tôt aujourd'hui. Il y a une réunion importante à la mairie, 8h du matin. Il s'est levé, a pris sa sacoche, m'a donné un baiser sec sur le front. À plus tard. Il est sorti. J'ai entendu la porte d'entrée claquer. J'ai entendu ses pas s'éloigner sur le trottoir. Et alors j'ai réalisé, il n'avait pas emporté le sac. Je suis allée jusqu'à la buanderie. Le sac était là, immobile, plein, en attente. Je suis restée à le regarder pendant environ 5 minutes. Mon cœur battait vite, mes mains transpiraient. Une partie de moi disait de laisser tomber, de ne pas toucher, que ce n'était pas mes affaires. Mais l'autre partie, la partie qui était fatiguée du doute, du silence, de la solitude, cette partie criait pour que j'ouvre. Je me suis accroupie, j'ai pris le sac. Il était vraiment lourd, mon Dieu. Je l'ai traîné jusqu'à la cuisine, où il y avait plus de lumière. Je me suis assise par terre, le sac devant moi. J'ai respiré profondément. J'ai tenu les bouts du nœud et j'ai commencé à le défaire. Le nœud était serré, ça a pris un peu de temps, mais j'ai réussi. J'ai ouvert le sac et le monde s'est effondré. La première chose que j'ai vue, c'était du papier. Beaucoup de papier. Mais ce n'était pas du papier de travail, non. C'étaient des enveloppes. Des dizaines d'enveloppes blanches, certaines jaunies par le temps. J'en ai pris une, elle était fermée. Je l'ai retournée. Au dos, avec l'écriture de ma mère, était écrit mon nom, Élodie, et l'adresse de la maison où j'habitais. L'enveloppe avait un timbre, avait le cachet de la poste. Ma mère l'avait envoyée, le facteur l'avait livrée et Octave l'avait gardée sans me la donner. J'ai pris une autre enveloppe. Même chose, l'écriture de Bérénice cette fois. Une autre, une autre, une autre. Il y avait au moins une trentaine d'enveloppes là, toutes adressées à moi, toutes fermées, aucune ouverte. Mes mains ont commencé à trembler. J'ai ouvert la première enveloppe que j'avais prise, celle de ma mère. J'ai sorti la lettre, son écriture tremblante, les mots écrits avec soin. « Ma fille chérie, cela fait 3 semaines que je n'ai pas de nouvelles de toi. J'ai écrit 2 lettres et tu n'as répondu à aucune. Je suis inquiète, Élodie. Est-ce que tu vas bien? Est-ce qu'il s'est passé quelque chose? Envoie-moi au moins un petit mot pour dire que tout va bien. Ta sœur est inquiète aussi. On t'aime beaucoup, ma fille. Ta mère, Simone. » La date de la lettre était août 1968, 4 mois après mon mariage. Je n'avais jamais reçu cette lettre. Je n'avais jamais su que ma mère était inquiète. Je n'avais jamais su qu'elle avait écrit. J'ai ouvert une autre lettre et une autre et une autre. Je les ai toutes lues, une par une, assise par terre dans la cuisine, les larmes coulant sur mon visage. Il y avait des lettres de ma mère me disant qu'elle avait de la nostalgie. Il y avait des lettres de Bérénice me racontant son histoire d'amour avec Valentin, me demandant si je le trouvais beau. Il y avait des lettres de Noël, souhaitant du bonheur. Il y avait des lettres d'anniversaire. Joyeux anniversaire, ma fille. Cela fait 20 ans que tu es venue au monde et as rempli ma vie de lumière. Et je n'en avais reçu aucune. Mais ce n'était pas tout. J'ai mis la main au fond du sac et j'ai sorti d'autres choses. Un paquet emballé dans du papier Kraft. Je l'ai ouvert. C'était un gâteau, un 4/4, le gâteau de ma mère. Mais il était tout moisi, vert de moisissure, dur comme de la pierre. À l'odeur et à l'état, ça faisait des mois qu'il était là. Elle l'avait envoyé et je ne l'avais jamais reçu. J'ai sorti un autre paquet, du pain de maïs, même chose, gâté, moisi. Il y avait des pots de confiture de lait, 3 pots, tous avec un couvercle en tissu attaché avec de la ficelle. La confiture avait tourné, on pouvait sentir la mauvaise odeur. Ma mère avait fait ça de ses propres mains, l'avait emballé avec soin, l'avait envoyé à la poste et Octave l'avait jeté dans le sac d'ordures. J'ai continué à sortir des choses.
Un paquet plus grand emballé dans du papier cadeau, du papier rose avec des petites fleurs blanches. Je l'ai ouvert. C'était une robe bleue à pois blancs avec un col en dentelle. Ma mère l'avait cousue. Je reconnaissais son poing, je reconnaissais sa façon de faire l'ourlet. Il y avait une petite étiquette cousue à l'intérieur avec les mots « Pour ma fille, avec amour, maman ». Il y avait 2 autres robes, une jaune, une verte, toutes neuves, sentant l'armoire, pliées à la perfection. Il y avait un châle en crochet gris et blanc avec un motif de fleurs au milieu. Je connaissais ce châle. C'était celui de ma grand-mère maternelle, la mère de ma mère. Elle était décédée en 1969. Je me souviens que ma mère me l'avait dit lors d'une des rares visites que j'avais faites. Et ce châle était à elle. Ma mère me l'avait envoyé comme héritage, comme souvenir, et je ne l'avais jamais su. J'ai sorti d'autres choses. Il y avait des jouets en tissu, une petite poupée en tissu, un petit chien en tissu cousu par ma mère. Pourquoi faire? Pour quand j'aurais un enfant? Elle se préparait, elle faisait des affaires de grand-mère, pleine d'espoir. Et je ne l'avais jamais su. Il y avait des chapelets, 3 chapelets différents, avec des perles en bois, avec un crucifix en métal. Il y avait des images pieuses, Saint-Antoine, Notre-Dame, Saint-Jude. Au dos de l'une d'elles était écrit « Pour mon petit-fils qui va venir ». Il y avait des photos, des dizaines de photos, des photos développées de celles qu'on faisait développer en ville et qu'on récupérait la semaine suivante. J'ai pris les photos, je les ai regardées une par une. Ma nièce, dont je ne savais même pas qu'elle existait. Irène, la fille de Bérénice, tout petit bébé dans les bras de ma mère. Un petit enfant d'environ 6 mois qui rit, une petite fille d'environ 1 an debout, tenant la main de Bérénice. Bérénice s'était mariée, avait eu une fille et je ne savais rien. Il y avait des photos de la rénovation de la maison de ma mère repeinte, d'un joli bleu clair. Il y avait des photos d'anniversaire avec un gâteau et des bougies. Il y avait des photos de Noël avec un sapin décoré dans le coin du salon. Leur vie avait continué et j'avais tout perdu, chaque morceau, chaque moment. Au fond du sac, il y avait d'autres enveloppes. J'en ai pris une, je l'ai ouverte. Ce n'était pas une lettre de ma mère. C'était une lettre de moi, avec mon écriture adressée à ma mère. Une lettre que j'avais écrite, que j'avais laissée pour qu'Octave l'emmène à la poste. Il ne l'avait jamais emmenée. J'ai ouvert la lettre, j'ai lu ce que j'avais moi-même écrit. « Maman, comment allez-vous? Je m'ennuie de vous, de la maison, de votre cuisine, de Bérénice. Ici, tout va bien. Je m'occupe de la maison. Octave est un bon mari, mais vous me manquez. Vous me manquez beaucoup. » C'était la lettre que j'avais écrite en pleurant au début du mariage. Elle n'était jamais arrivée. J'ai pris une autre enveloppe, une autre de mes lettres, et une autre, et une autre. Il devait y avoir environ 15 de mes lettres là-dedans. Toutes celles que j'avais écrites pendant 3 ans. Aucune n'avait été postée. Toutes avaient fini dans le sac d'ordures. J'ai arrêté de pouvoir respirer correctement. Je suis restée là assise par terre, entourée de lettres, de photos, de cadeaux, de nourriture gâtée, d'années d'amour qui avaient été jetées. J'ai pleuré comme je n'avais jamais pleuré de ma vie. J'ai pleuré jusqu'à ce que ma poitrine me fasse mal, jusqu'à ce que ma gorge soit enrouée. Ma mère ne m'avait pas abandonnée, ma sœur ne m'avait pas oubliée. Elles avaient envoyé des lettres, elles avaient envoyé des cadeaux, elles avaient envoyé de la nourriture, elles avaient envoyé des nouvelles, et tout avait fini dans ce sac. Tous les lundis, pendant 3 ans, Octave emportait un morceau de ma famille. Il l'emportait et le jetait à la poubelle. Il m'avait isolée exprès. Il avait menti, il avait caché, il m'avait fait croire que j'étais seule au monde, que je n'avais que lui. Il m'avait emprisonnée dans cette maison, dans ma propre tête, sans que je m'en rende compte. Je suis restée là je ne sais combien de temps. Le soleil était déjà haut quand j'ai pu me lever. J'ai tout remis dans le sac, mais avec soin cette fois. Ce n'était plus des ordures, c'était une preuve, c'était la vérité. J'ai séparé une lettre de ma mère, la plus récente qu'il y avait. Elle datait de 2 semaines. Élodie, ma fille, cela fait plus de 6 mois que je ne t'ai pas vue. Je suis inquiète. Est-ce que tu es malade? Est-ce qu'Octave ne te laisse pas venir? S'il te plaît, envoie-moi une réponse ou viens me voir.
J'ai besoin de savoir que tu vas bien. 6 mois. Cela faisait 6 mois que je n'y étais pas allée. Et elle était inquiète. Et elle pensait que peut-être Octave ne me laissait pas y aller. Elle savait. Elle se doutait. J'ai relu la dernière partie. Est-ce qu'Octave ne te laisse pas venir ? Elle savait. Et j'avais été si aveugle, si idiote. J'avais cru chaque mensonge, chaque excuse, chaque parole. J'avais laissé lui me convaincre que j'étais seule. J'ai regardé l'horloge de la cuisine. Il était 12h30. Octave allait rentrer pour déjeuner dans une demi-heure, comme toujours. Et alors, qu'allais-je faire ? Le confronter, lui jeter tout à la figure ? Et après ? Il était mon mari. À l'époque, le mari avait tout le pouvoir. S'il voulait m'enfermer dans la maison, il pouvait. S'il voulait m'empêcher de sortir, il pouvait. La parole du mari valait plus que la parole de la femme. J'avais peur, très peur. J'ai remis le sac dans la buanderie, exactement comme il était. J'ai refait le nœud, en essayant de le laisser pareil. J'ai lavé mon visage, séché mes larmes, arrangé mes cheveux, réchauffé la nourriture qui restait de la veille. Quand Octave est arrivé, j'étais dans la cuisine en train de servir son assiette, comme si rien ne s'était passé. Mais à l'intérieur, j'étais brisée. À l'intérieur, je n'étais plus la même personne. Ce déjeuner a été le plus difficile de ma vie. Je me suis assise en face d'Octave, je l'ai vu manger le riz, les haricots, la viande que j'avais réchauffée. Je l'ai vu mâcher lentement, s'essuyer la bouche avec la serviette, boire le verre d'eau. Tout pareil, tout comme toujours, comme si rien ne s'était passé. Comme s'il n'avait pas passé 3 ans à détruire des lettres, à jeter des cadeaux, à faire pourrir de la nourriture que ma mère avait faite avec amour. Il m'a regardée. « Tu ne manges pas, Élodie ?» J'ai secoué la tête. « Je n'ai pas faim. Je crois que j'ai l'estomac un peu barbouillé. » Il a haussé les épaules, a continué à manger. Je le regardais et je pensais « Qui est cet homme ? Est-ce que je le connais ? Est-ce que je l'ai épousé ? Cet homme qui est assis ici devant moi en train de mâcher des haricots, est-il capable de faire une chose pareille ? De mentir tous les jours, pendant des années, sans ciller, sans que sa voix tremble ? Le déjeuner terminé, il s'est levé, a pris sa sacoche. Je dois retourner à la mairie. La réunion doit durer tout l'après-midi. Il est venu jusqu'à moi, a embrassé mon front. Ce baiser froid, sec, sans sentiment. À tout à l'heure. Quand la porte s'est fermée, j'ai laissé l'air sortir de mes poumons. Je n'avais même pas réalisé que je retenais ma respiration. Je suis allée à la fenêtre du salon, j'ai jeté un coup d'œil par le rideau, je l'ai vu tourner au coin de la rue, disparaître. Je suis retournée dans la cuisine, j'ai regardé la nourriture dans mon assiette. Je ne pouvais pas manger. Mon estomac était fermé, vraiment barbouillé. J'ai jeté la nourriture, j'ai fait la vaisselle avec les mains tremblantes, chaque mouvement automatique, sans penser, pendant que ma tête bouillonnait. Qu'allais-je faire ? C'était la question qui martelait dans mon esprit. Que pouvais-je faire ? Si je le confrontais, qu'allait-il se passer ? Allait-il nier ? Allait-il admettre ? Allait-il m'enfermer à la maison ? À l'époque, les femmes n'avaient nulle part où aller, il n'y avait pas de commissariat pour les femmes, il n'y avait pas de refuge, il n'y avait rien. Si le mari voulait garder la femme à la maison, il la gardait. Et tout le monde trouvait ça normal. Mais je ne pouvais pas continuer là. Je ne pouvais pas continuer à vivre avec un homme qui m'avait volé 3 ans de ma vie, 3 ans de ma mère, 3 ans de ma sœur, 3 ans d'une nièce que je ne connaissais même pas. Je me suis assise à la table de la cuisine, la tête entre les mains. Je devais réfléchir, je devais faire quelque chose. Mais quoi ? La première chose qui m'est venue à l'esprit, ma mère doit savoir. Elle doit savoir que je ne l'ai pas abandonnée, que j'ai envoyé des lettres, que j'ai essayé. Elle doit connaître la vérité. J'ai pris du papier et un crayon. J'ai commencé à écrire. « Maman, j'ai découvert quelque chose de terrible aujourd'hui. Octave. » Je me suis arrêtée. J'ai déchiré le papier. Comment allais-je expliquer ça dans une lettre ? Comment allais-je mettre en mots ce qui s'était passé ? J'ai réessayé. « Maman, j'ai besoin de te voir d'urgence. S'il te plaît. » Je me suis arrêtée de nouveau. Et si Octave prenait cette lettre aussi,
Et s'il la déchirait, la jetait, et que je restais ici sans que personne ne sache ce qui se passait? J'ai passé tout l'après-midi dans ce va-et-vient. J'écrivais, je déchirais, j'écrivais, je déchirais. Je n'arrivais pas à trouver les bons mots. Je n'arrivais pas à trouver un moyen d'envoyer la lettre sans qu'Octave le découvre. Quand le soleil a commencé à se coucher, j'ai entendu la porte d'entrée s'ouvrir. Il était rentré. J'ai rassemblé les papiers déchirés à la hâte, je les ai jetés à la poubelle, je suis allée dans le salon. « Comment s'est passée la réunion ?» j'ai demandé, ma voix sortant étrange, trop aiguë. Il a retiré sa veste, desserré sa cravate. Fatigante. « Il y a quelque chose pour le dîner ?» J'ai fait des œufs au plat avec du pain. C'est tout ce que j'ai pu faire. Il a mangé sans se plaindre. Après, il est allé dans la chambre, s'est couché, a écouté la radio. J'ai fait la vaisselle, rangé la cuisine, j'ai pris le plus de temps possible. Je ne voulais pas aller dans la chambre, je ne voulais pas me coucher dans le même lit que lui, mais je n'avais pas le choix. Je suis allée dans la chambre, je me suis couchée au bord du lit, de dos à lui. J'ai fait semblant de dormir, mais je suis restée éveillée toute la nuit, regardant le plafond sombre, pensant. Le mardi matin, quand il est parti au travail, j'ai repris le sac. Je l'ai fouillé de nouveau, confirmant que ce n'était pas un rêve, que tout ça était réel. Les lettres étaient toujours là, les cadeaux étaient toujours là, la nourriture gâtée était toujours là. J'ai pris une photo d'Irène. J'ai regardé cette petite enfant, ma nièce, que je n'avais jamais vue. Elle devait avoir presque 2 ans maintenant, marchant, parlant, faisant des bêtises. Et je ne la connaissais pas, je ne connaissais pas ses petites manières, je ne l'avais jamais prise dans mes bras. J'ai pleuré de nouveau, j'ai beaucoup pleuré. Puis j'ai lavé mon visage, j'ai respiré profondément. Je devais être forte, je devais penser clairement. Madame Clémence. Son nom m'est venu à l'esprit soudainement, la voisine qui m'avait offert de l'aide. Si vous avez besoin de quelque chose, vous pouvez m'appeler. Est-ce qu'elle pouvait m'aider? Est-ce que je pouvais lui faire confiance? J'ai attendu jusqu'au milieu de la matinée. Je suis sortie dans le jardin. J'ai fait semblant d'étendre un torchon sur le fil. J'ai regardé vers son jardin. Elle était là en train de s'occuper des plantes avec un arrosoir à la main. « Madame Clémence !» J'ai appelé doucement. Elle a levé la tête. « Bonjour, mademoiselle. Vous pourriez venir ici une petite minute ?» Elle a posé l'arrosoir et est venue jusqu'au muret. « Qu'est-ce qu'il y a? Tout va bien ?» J'ai regardé vers la maison pour être sûre que j'étais vraiment seule. « J'ai besoin d'aide, d'une très grande aide, mais je ne peux pas parler ici. Vous pourriez venir prendre un café chez moi tout à l'heure ?» Elle m'a regardée avec ses yeux malins qui voyaient au-delà. « Je peux. Dans 15 minutes, je viens. » 15 minutes plus tard, elle a frappé à ma porte. J'ai ouvert, je l'ai laissée entrer. J'ai fermé rapidement, je l'ai emmenée dans la cuisine. Je lui ai servi un café, un morceau de gâteau au maïs que j'avais fait la veille. On s'est assise à table. Elle a bu une gorgée de café, m'a regardée. « Qu'est-ce qui se passe, ma petite ?» Et alors j'ai tout raconté. J'ai tout raconté. Des lettres qui n'arrivaient pas, des visites qui étaient de plus en plus rares, de l'isolement, de la solitude, et du sac. J'ai parlé du sac que j'avais ouvert, des lettres, des cadeaux, de la nourriture gâtée. J'ai parlé en pleurant, ma voix qui faillait, mes mains qui tremblaient. Madame Clémence est restée silencieuse, écoutant tout. Quand j'ai terminé, elle a secoué la tête lentement. Mon Dieu, je savais qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas dans cette maison. Je le sentais, mais je n'aurais jamais imaginé que c'était ça. Je ne sais pas quoi faire, Madame Clémence. Je dois prévenir ma mère. Je dois sortir d'ici. Mais j'ai peur. Peur de lui? Peur de ce qu'il peut faire s'il découvre. Elle a pris ma main, l'a serrée. Sa main était rêche, calleuse, mais chaude. « Tu vas sortir d'ici, oui, mais il faut faire attention. Ce genre d'homme est dangereux. Tu dois prévenir ta famille sans qu'ils le découvrent. Mais comment? Il contrôle tout. Si j'écris une lettre, il va la prendre. Si j'essaie d'y aller, il va inventer une excuse. Tu écris la lettre et tu me la donnes. Moi, je l'emmènerai à la poste pour toi. Il ne saura même pas. » Je l'ai regardée, cette dame qui me connaissait à peine, qui m'offrait de l'aide.
J'ai eu envie de la serrer dans mes bras, de la remercier à genoux. Vous feriez ça pour moi? Bien sûr, les femmes doivent s'entraider et tu as besoin d'aide d'urgence. J'ai pris du papier et un crayon la même. J'ai écrit à ma mère. J'ai écrit vite, sans m'arrêter, sans trop réfléchir, avant que le courage ne passe. Maman, s'il te plaît, lis cette lettre jusqu'à la fin. J'ai découvert qu'Octave a caché les lettres. Toutes les lettres que vous m'avez envoyées pendant les 3 dernières années, il les a gardées et jetées. Je n'en ai jamais reçu aucune. Toutes les lettres que je vous ai écrites, il ne les a jamais postées. Je ne vous ai pas abandonné, maman. J'ai écrit, j'ai envoyé, mais il a tout caché. Je dois sortir d'ici, je dois vous voir, je n'en peux plus. S'il te plaît, aide-moi. Ta fille, Élodie. J'ai plié la lettre, je l'ai mise dans une enveloppe que j'avais gardée, j'ai écrit l'adresse de ma mère, j'ai collé le timbre, je l'ai donnée à Madame Clémence. Vous êtes sûre? Je suis sûre. Aujourd'hui même, je vais à la poste. Tu peux compter sur moi. Elle a mis la lettre dans la poche de son tablier. Et en attendant, tu fais semblant que tout est normal. Ne le laisse pas s'apercevoir que tu as découvert. C'est dangereux. Je sais, je vais essayer. Elle a bu le reste du café, a mangé le gâteau. On a encore parlé un peu de choses sans importance pour faire semblant au cas où quelqu'un demanderait. Puis elle est partie. Pour n'importe quoi, tu cries. Je suis juste à côté. Quand elle est partie, j'ai ressenti un petit soulagement, mais je l'ai ressenti. Au moins maintenant, il y avait quelqu'un qui savait, quelqu'un qui pouvait aider. Je n'étais pas complètement seule. Les jours suivants ont été les pires de ma vie. Je devais faire semblant que tout était normal. Je devais agir comme si rien ne s'était passé. Je servais le café d'Octave le matin, je préparais son déjeuner, je dînais avec lui le soir. Et tout le temps, à l'intérieur, je criais. J'étais en colère, j'avais du dégoût. Il a remarqué que j'étais différente. Le jeudi soir, il a demandé « Tu es bizarre, Élodie. Il s'est passé quelque chose ?» Mon cœur s'est emballé. « Non, tout va bien. Je suis juste un peu fatiguée. » « Fatiguée de quoi ? Tu ne fais rien de toute la journée à part t'occuper de la maison. » La brusquerie dans sa voix m'a fait peur. C'était la première fois qu'il me parlait comme ça, avec ce mépris. « Pardon, c'est que je ne dors pas très bien. Je dois avoir un problème de santé. Alors va chez le médecin. Ne reste pas là à te plaindre. » Je me suis tue. Il est retourné à son journal, mais j'ai vu qu'il était méfiant. Je l'ai vu dans la façon dont il me regardait du coin de l'œil. Je devais faire plus attention. La lettre devait mettre environ 5-6 jours pour arriver chez ma mère. Je comptais les jours avec anxiété. Est-ce qu'elle allait la recevoir? Est-ce qu'elle allait me croire? Est-ce qu'elle allait venir me chercher? 1 semaine est passée, 2 semaines. Rien. Aucun signe de ma mère, aucune réponse. J'ai commencé à être désespérée. Et si la lettre s'était vraiment perdue cette fois? Et s'il s'était passé quelque chose? La 3e semaine, un mardi après-midi, j'étais en train de balayer le salon quand j'ai entendu frapper à la porte. Mon cœur a bondi. Je suis allée ouvrir lentement. Quand j'ai ouvert, j'ai eu un choc. C'était Bérénice, ma sœur, là devant moi après si longtemps. Elle était différente, plus vieille, plus femme. Elle portait une robe marron, les cheveux attachés en chignon, et avait une petite enfant dans les bras. Irène. Bérénice. J'ai à peine pu parler. Ma voix est sortie dans un murmure rauque. Elle est entrée rapidement, m'a tiré à l'intérieur, a fermé la porte. Elle m'a serré fort dans ses bras, Irène coincée entre nous. « Élodie, ma sœur, je savais, j'ai toujours su qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas. » On est resté là, enlacés, en pleurant longtemps. Irène a commencé à pleurer aussi, effrayée par toutes ses larmes. Bérénice s'est écartée, a essuyé ses yeux. On doit parler vite avant qu'il arrive. On s'est assise dans le salon. Bérénice a posé Irène par terre, l'a laissée jouer avec une petite poupée en tissu. Maman a reçu ta lettre. Elle a pleuré, Élodie. Elle a tellement pleuré. On ne savait pas. On pensait que tu nous avais abandonnés, que tu nous avais oubliés. Je ne vous ai jamais oublié, Bérénice. Jamais. J'envoyais des lettres. Je te jure que j'envoyais. Je sais. On sait maintenant. Ce salaud. Comment a-t-il osé? La colère dans sa voix était grande.
Maman voulait venir te chercher, mais je lui ai demandé de venir à sa place. Elle est malade, Élodie. Depuis l'année dernière, elle a un problème au cœur. Le médecin a dit qu'elle doit rester calme, qu'elle ne peut pas avoir d'émotions fortes. J'ai senti le monde tourner. Maman est malade depuis quand? Depuis octobre de l'année dernière. On t'a envoyé une lettre pour te prévenir. Tu ne l'as pas reçue. Bien sûr. Elle a pratiquement craché les mots. Elle a été hospitalisée 2 semaines. Je me suis occupée d'elle. Valentin m'a aidée. On s'est mariés, tu sais, en janvier de cette année. Une petite cérémonie, simple. On t'a attendu, Élodie. On a attendu jusqu'à la dernière minute, pensant que tu allais venir. Maman a pleuré pendant tout le mariage, disant que sa fille aînée ne s'en souciait même pas. Chaque mot était un coup de poignard. Chaque information que j'avais perdue, chaque moment que je n'avais pas vécu. Je ne savais pas, Bérénice. Je le jure devant Dieu que je ne savais rien de tout ça. Je sais, la lettre a tout éclairci, et c'est pourquoi je suis venue te chercher aujourd'hui même. Aujourd'hui? Comment ça? Maintenant tu viens avec moi. Tu vas prendre tes affaires, ce que tu peux porter, et tu pars avec moi. Tu vas retourner chez maman, tu vas recommencer ta vie. Mais et Octave? Quand il rentrera et ne me trouvera pas? Qu'il aille au diable, Octave. Bérénice a parlé fort, puis a baissé la voix, se souvenant où elle était. Pardon, mais il n'a aucun droit sur toi. Il t'a emprisonné, il t'a menti, il t'a volé. Tu ne lui dois rien. Mais il est mon mari, Bérénice. Selon la loi, il a des droits, oui. Il peut venir me chercher, il peut me ramener de force. Pas si on raconte à tout le monde ce qu'il a fait. Pas si on montre les lettres, les cadeaux. Tout le monde dans le village va savoir quel genre d'homme il est. Il n'aura plus aucune respectabilité. Personne ne le respectera plus. Elle avait raison. Le scandale était la pire chose qui pouvait arriver à un homme à l'époque. Perdre le respect de la communauté signifiait tout perdre. Mais il peut inventer des histoires, il peut dire que c'est moi qui suis folle, que c'est moi qui ai tout inventé. C'est pour ça que tu vas emporter le sac, tu vas emporter les preuves. Le sac? J'avais oublié le sac. Je suis allée en courant dans la buanderie. Il était toujours là avec tout dedans. Je l'ai pris, je l'ai apporté dans le salon, je l'ai montré à Bérénice. C'est ça, tout est là-dedans. Elle l'a ouvert, a regardé les lettres, les cadeaux, la nourriture gâtée. Son visage est devenu de plus en plus sérieux, de plus en plus dur. Mon Dieu, il est malade. Il est malade de la tête. Elle a fermé le sac. Prends tes vêtements vite, on doit partir avant qu'il revienne. Je suis allée dans la chambre, j'ai pris un vieux baluchon que j'avais, j'ai commencé à jeter des vêtements dedans. Robe, jupe, chemisier, sous-vêtements. Je n'avais pas grand-chose, je n'ai jamais eu grand-chose. En 10 minutes, j'avais tout rassemblé. Je suis retournée dans le salon. Bérénice était avec Irène dans les bras, le sac à ses pieds. Prête. J'ai regardé autour de moi. Cette maison que j'avais pensé être mon foyer, ma famille, mon bonheur. Cette maison qui avait été ma prison pendant 3 ans. Prête. On est sorti par la porte d'entrée. Je n'ai pas regardé en arrière. Je ne voulais pas regarder. La marche jusqu'à la maison de ma mère a été longue, très longue. C'était presque 5 kilomètres et on allait lentement à cause d'Irène. Bérénice la portait dans ses bras, je portais le baluchon de vêtements dans une main et le sac dans l'autre. Ce sac lourd, plein de douleur, plein de vérité. Le soleil était chaud, c'était le milieu de l'après-midi. On s'arrêtait de temps en temps pour se reposer, pour donner de l'eau à Irène, pour respirer. Je regardais en arrière de temps en temps, avec peur de voir Octave venir derrière moi. Mais la rue était vide. Bérénice tenait ma main libre pendant qu'on marchait. « Tout va bien maintenant, grande sœur. Tu vas aller bien. On va prendre soin de toi. » Et je voulais le croire. Je voulais vraiment croire que tout allait bien aller. Sur le chemin, elle m'a raconté les choses que j'avais perdues. Elle m'a raconté son mariage avec Valentin, qui avait eu lieu à l'église très tôt le matin, avec une robe simple que ma mère avait cousue. Elle m'a raconté qu'elle était tombée enceinte juste après, que la grossesse avait été difficile, qu'elle avait été malade les premiers mois. Elle m'a raconté le jour où Irène était née, que ça avait été un accouchement long, plus de 12 heures, que ma mère était restée à ses côtés. Tout le temps. Elle m'a raconté la première fois qu'Irène avait souri, ses premiers mots,
maman et mamie. Chaque histoire était un coup de poignard. Pas de colère contre Bérénice, mais de colère d'avoir perdu tout ça, de ne pas avoir été là, de ne pas avoir tenu la main de ma sœur pendant l'accouchement, de ne pas avoir vu ma nièce grandir. « Elle te ressemble exactement quand tu étais bébé », a dit Bérénice en regardant Irène. « Maman le dit tout le temps. Elle dit que c'est toi réincarné. » J'ai regardé la petite. Elle avait les cheveux châtains, les grands yeux, la petite bouche. Est-ce qu'elle me ressemblait vraiment? Je ne me souvenais pas de moi bébé. Il n'y avait pas de miroir en pied à la maison quand j'étais enfant pour me voir correctement. Quand on arrivait près de la rue de ma mère, mon cœur a commencé à s'emballer. J'ai commencé à trembler. Bérénice a remarqué « Calme-toi, elle va être tellement heureuse de te voir. » On a tourné au coin de la rue. La maison était là, la même maison de toujours, mais différente. La peinture était neuve, bleu clair, comme je l'avais vue sur les photos. Il y avait des fleurs dans le jardin de devant, des géraniums rouges que ma mère adorait. Le petit portail en bois était ouvert. On est entré dans la cour. Bérénice m'a laissé devant. « Vas-y, frappe à la porte. » Mais je ne pouvais pas bouger. J'étais paralysée. J'avais peur. Peur de voir ma mère malade, peur de voir la déception sur son visage parce que j'avais mis si longtemps à revenir. Bérénice a frappé à la porte pour moi. On a attendu. On a entendu des pas lents venir de l'intérieur. La porte s'est ouverte et elle était là, ma mère, Simone. Elle était plus maigre, beaucoup plus maigre que dans mes souvenirs. Son visage avait plus de rides, ses cheveux avaient plus de fils blancs. Elle portait une robe grise simple, un tablier par-dessus, et quand elle m'a vue, son visage s'est transformé. Ses yeux se sont écarquillés, sa bouche s'est ouverte, sa main est allée à sa poitrine. Élodie. Sa voix est sortie faible, tremblante, comme si elle ne croyait pas que j'étais vraiment là. « Bonjour, maman. » Elle a fait un pas en avant, un autre, encore un autre, et m'a serré dans ses bras. Elle m'a serré si fort, que j'ai manqué d'air. Mais je ne voulais pas qu'elle me lâche jamais. On est restés là, enlacés au milieu de la porte, à pleurer toutes les deux. Elle passait sa main dans mes cheveux, sur mon visage, comme si elle voulait s'assurer que j'étais réelle. Ma fille est revenue. Ma petite est revenue à la maison. On est entré. La maison était la même et différente en même temps. Les meubles étaient bas les mêmes, la table, les chaises, le vieux canapé du salon. Mais il y avait des choses nouvelles. Il y avait des photos au mur, des photos du mariage de Bérénice, des photos d'Irène, des photos de famille où je n'étais pas. Ma mère m'a fait asseoir sur le canapé, s'est assise à côté de moi, a tenu ma main, n'arrêtait pas de me regarder, n'arrêtait pas de toucher mon visage, mon bras, comme si elle avait besoin de confirmer tout le temps que j'étais là. « Tu es si maigre, Élodie, si pâle. Il t'a maltraitée, n'est-ce pas ?» Je n'ai pas pu répondre, j'ai seulement pu pleurer. Et elle m'a attirée sur ses genoux, comme elle faisait quand j'étais petite et que je me blessais le genou en jouant dans la rue. Elle m'a bercée, a passé sa main dans mes cheveux, a fait ce petit bruit qui calmait. Bérénice a apporté le sac, l'a posé sur la table. « Maman, tu dois voir ce qu'il y a là-dedans. » Ma mère est allée jusqu'à la table, a ouvert le sac, a commencé à sortir les choses, une par une. Les lettres, les cadeaux, la nourriture gâtée, le châle de mamie, les photos d'Irène. Elle a pris une lettre, l'a ouverte, l'a lue, puis une autre et une autre. Les larmes coulaient sur son visage, tombant sur le papier. Quand elle a terminé, elle s'est tournée vers moi. « Cet homme, ce salaud, comment a-t-il osé ?» Je ne savais pas, maman. Je le jure que je ne savais pas. Je pensais que vous m'aviez oubliée, que vous m'aviez abandonnée. « T'abandonner, ma fille ? Jamais, jamais de la vie. Tu es ma fille, mon sang, ma vie. » Elle est revenue sur le canapé, m'a encore serrée dans ses bras. « Pardonne cette vieille mère. Pardonne de ne pas avoir compris plus tôt, de ne pas être venue te chercher. Il n'y a rien à pardonner, maman. Ce n'est pas votre faute. C'est sa faute à lui, seulement à lui. » On a passé tout l'après-midi à parler. J'ai tout raconté depuis le début.
Comment il avait commencé à m'isoler petit à petit, doucement, comment il avait planté le doute dans ma tête, comment j'avais cru que vous ne vous souciez plus de moi. J'ai raconté la solitude, le silence, le vide. J'ai raconté le jour où j'avais ouvert le sac et découvert la vérité. Ma mère écoutait tout, sa main serrant la mienne, les larmes tombant sans arrêt. Bérénice pleurait aussi avec Irène, endormie sur ses genoux. Quand j'ai terminé, il faisait déjà nuit dehors. Ma mère s'est levée, est allée dans la cuisine, a réchauffé de la nourriture qu'elle avait faite au déjeuner. Du riz, des haricots, du poulet braisé. L'odeur a rempli la maison, cette odeur de nourriture de maman, de vraie maison, de foyer. On a mangé ensemble. Moi, ma mère, Bérénice, Valentin qui était rentré du travail, Irène qui s'était réveillée et voulait manger aussi. Une famille, à nouveau. Ma famille. Après le dîner, ma mère m'a emmenée dans la chambre qui avait été à moi et à Bérénice. Elle était pareille. Le même lit, la même armoire, la même fenêtre qui donnait sur le jardin. Ta place a toujours été ici, Élodie. Toujours. Cette nuit-là, j'ai dormi dans mon lit de jeune fille, sous la couverture que ma grand-mère avait faite, en écoutant les bruits de la maison. Et pour la première fois en 3 ans, j'ai vraiment dormi. J'ai dormi sans peur, sans angoisse, sans solitude. Le lendemain, tôt le matin, il y a eu des coups à la porte. Forts, insistants. J'étais en train d'aider ma mère à faire le café quand j'ai entendu. Tout mon corps s'est figé. Je savais qui c'était. Je savais. Ma mère m'a regardé. « Reste ici, ne sors pas de la cuisine. » Elle est allée jusqu'à la porte. Elle l'a ouverte juste une fente. J'ai pu entendre de la cuisine. « Bonjour, Madame Simone, je suis venue chercher ma femme. » La voix d'Octave, froide, contrôlée. « Elle ne viendra pas avec vous. Avec tout le respect, c'est mon épouse. J'ai le droit de la ramener à la maison. Vous n'avez aucun droit sur elle après ce que vous avez fait. Et qu'ai-je fait, selon vous? Vous savez très bien ce que vous avez fait. Vous avez caché des lettres, jeté des cadeaux, menti, manipulé, isolé ma fille de moi pendant 3 ans. » Silence. Puis sa voix de nouveau, plus tendue. « Ce sont des mensonges. Élodie est confuse. Elle imagine des choses. Elle a besoin de moi pour prendre soin d'elle. Mensonge. » Ma mère est sortie, est revenue avec le sac, a déversé le contenu sur le sol de la véranda. Les lettres se sont éparpillées, les enveloppes, les cadeaux. Les mensonges, c'est ça. Les mensonges, ce sont les lettres que j'ai envoyées et que vous avez cachées, les cadeaux que j'ai faits de mes propres mains et que vous avez jetés à la poubelle. Un autre silence, plus long. Je pouvais imaginer sa tête en voyant tout là exposé. Je peux expliquer. Vous n'avez rien à expliquer. Vous ne vous approcherez plus jamais de ma fille. Et si vous essayez, j'irai dans chaque maison de ce village. Je montrerai ces lettres à tout le monde. Je raconterai ce que vous avez fait. Vous perdrez le respect de tout le monde. Personne ne voudra même vous regarder. Vous ne pouvez pas faire ça. Je travaille à la mairie. J'ai une réputation. Exactement. Vous avez plus à perdre que nous. Alors vous allez partir maintenant. Vous allez laisser ma fille tranquille et vous allez faire semblant que ce mariage n'a jamais existé. Compris? Je n'avais jamais entendu ma mère parler comme ça. Ferme, dure, sans peur. Elle me protégeait, comme elle l'avait toujours fait, comme elle le ferait toujours. Il y a eu des pas qui s'éloignaient. J'ai entendu le portail claquer. Ma mère est revenue à l'intérieur, a fermé la porte, a verrouillé, est venue dans la cuisine, m'a prise dans ses bras. C'est fini. Il est parti. Il ne te dérangera plus. Et il ne l'a pas fait. Plus jamais. Après ce jour, Octave a disparu de ma vie. J'ai su, plus tard, qu'il avait demandé un transfert à la mairie d'une autre ville, qu'il avait quitté la région avec la honte. L'histoire de ce qu'il avait fait s'est répandue rapidement. Les petits villages ne gardent pas de secrets. Et il était devenu persona non grata. Je suis restée vivre avec ma mère. Je l'aidais avec les coutures. Je m'occupais d'Irène quand Bérénice devait sortir. Je cuisinais, je nettoyais. Petit à petit, je suis redevenue moi-même. Ou plutôt, je suis devenue une nouvelle version de moi. Plus forte, plus maligne, plus prudente.
j'ai dû gérer beaucoup de choses. La culpabilité d'avoir perdu 3 ans, la colère contre Octave, la peur de faire à nouveau confiance. Il y a eu des nuits où je me réveillais en sueur, rêvant que j'étais de retour dans cette maison, dans ce silence, dans cette prison. Mais alors j'ouvrais les yeux, je voyais la chambre familière, j'entendais ma mère ronfler doucement dans la chambre d'à côté, et je me souvenais, j'étais libre, j'étais sortie, j'avais survécu. Le cœur de ma mère s'est amélioré petit à petit. Le médecin a dit qu'une partie de sa maladie était de la tristesse, de l'inquiétude pour moi. Quand je suis revenue, quand elle a vu que j'allais bien, que j'étais à la maison, elle a commencé à aller mieux. Elle a retrouvé des couleurs. Elle a recommencé à sourire plus. Elle a retrouvé de l'énergie. Les années ont passé. 1972, 73, 74. Je me suis guérie lentement. J'ai appris à vivre à nouveau. Je me suis liée d'amitié avec les femmes du voisinage. J'ai commencé à sortir plus, à parler, à rire. Et alors, en 1975, j'ai rencontré Albert. Il était camionneur, passait dans le village de temps en temps pour des livraisons. Un jour, il s'est arrêté devant la maison pour demander une direction. Il m'a vu dans le jardin en train d'étendre le linge, à demander un verre d'eau et resté à discuter. Il est revenu la semaine suivante, et la suivante, et la suivante. Albert était différent de tout ce que j'avais connu. Il était ouvert, honnête, riait fort, disait ce qu'il pensait. Il n'y avait pas de jeu, pas de manipulation. Il me traitait d'égal à égal. Il me respectait, il m'écoutait. Il connaissait mon histoire. Ma mère lui avait tout raconté et il ne m'a pas jugé. Il ne m'a pas trouvé faible, il ne m'a pas trouvé stupide. Il a dit que j'étais courageuse d'être partie. On s'est fréquenté pendant 2 ans. On s'est marié en 1977. J'avais 28 ans. Un petit mariage dans la même église où je m'étais mariée avec Octave. Mais cette fois, c'était différent. Cette fois, c'était réel. Cette fois, c'était du vrai amour. Avec Albert, j'ai eu 3 enfants, 2 garçons et une fille, Claude, Maurice et Juliette. Je les ai élevés avec tout l'amour que j'avais en moi, tout l'amour que j'avais gardé pendant ces 3 ans de prison. Je leur ai donné l'enfance que j'aurais voulu donner à mes enfants si j'étais restée avec Octave. La liberté, les rires, l'affection. Ma mère a vécu jusqu'à 83 ans. Elle a vu ses petits-enfants grandir, elle a vu ses arrière-petits-enfants naître. Elle est morte en dormant, paisiblement, en 1996. J'ai tenu sa main jusqu'au dernier souffle et la dernière chose qu'elle m'a dite a été « Tu es ma fierté, Élodie. Tu l'as toujours été. » Albert est décédé il y a 10 ans d'un AVC. Il me manque tous les jours, mais je sais qu'il a bien vécu, qu'on a été heureux, que chaque jour qu'on a passé ensemble en valait la peine. Aujourd'hui, j'ai 72 ans. J'ai 3 enfants, 7 petits-enfants, 4 arrière-petits-enfants. Ma maison est toujours pleine de monde, de bruit, de vie. Tout ce que j'ai toujours voulu, tout ce qui m'a été refusé pendant ces 3 ans. Je pense encore à Octave de temps en temps, pas avec colère, plus maintenant, mais avec pitié. Pitié d'un homme si peu sûr de lui, si contrôlant, qui pensait qu'il devait m'emprisonner pour me garder. Il ne s'est jamais remarié, je l'ai su. Il n'a jamais eu d'enfant. Il est mort seul il y a environ 15 ans dans une ville dont je ne connais même pas le nom. Cette histoire que je vous ai racontée aujourd'hui n'est pas seulement sur la tristesse, non. C'est sur la survie, c'est sur le recommencement. C'est sur avoir le courage d'ouvrir ce sac, d'affronter la vérité même quand ça fait mal. C'est sur accepter l'aide quand elle vient. C'est sur retourner à la maison, à l'endroit qui a toujours été le vôtre. Beaucoup de gens me demandent si je regrette d'avoir épousé Octave et je réponds que non. Parce que ces 3 ans, aussi douloureux qu'ils aient été, m'ont appris des choses. Ils m'ont appris à valoriser la liberté. Ils m'ont appris à reconnaître la manipulation. Ils m'ont appris que la solitude n'est pas le manque de gens, c'est le manque de vraies connexions. Ils m'ont appris qu'il n'est jamais, jamais vraiment trop tard pour recommencer. Je suis sortie de cette maison à 22 ans. J'ai refait ma vie. J'ai été heureuse. Très heureuse. Et si j'y suis arrivée, vous pouvez y arriver aussi.
Peu importe votre âge, peu importe depuis combien de temps vous êtes prisonnière d'une mauvaise situation, il est toujours possible de sortir, il est toujours possible de recommencer, il est toujours possible d'ouvrir ce sac et d'affronter la vérité. Et vous savez ce qui est le plus important? La famille n'est pas celle qui vous emprisonne. La famille, c'est celle qui vous libère. La vraie famille, c'est celle qui frappe à votre porte quand vous êtes perdu, qui tend la main, qui vous ramène à la maison. C'est ma mère affrontant Octave à la porte. C'est Bérénice qui a tout laissé pour venir me chercher. C'est Madame Clémence qui a emmené ma lettre en cachette. N'oubliez jamais ça. Si vous avez aimé cette histoire, si elle a touché votre cœur d'une façon ou d'une autre, laissez un like ici en bas. Abonnez-vous à la chaîne Histoire Grand-mère pour écouter plus d'histoires de grand-mères comme moi, qui ont beaucoup vécu, qui ont beaucoup souffert, mais qui sont là pour dire que ça vaut la peine de continuer. Et dites-moi dans les commentaires, avez-vous déjà vécu une situation similaire? Connaissez-vous quelqu'un qui l'a vécu? Partagez avec moi, je lis tout avec le cœur. Un baiser au cœur de chacun d'entre vous. Et souvenez-vous, tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir. Tant qu'il y a de l'espoir, il y a un recommencement.